Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler d'un spin-off de l'univers Harry Potter, à savoir Les Animaux Fantastiques, réalisé par David Yates, qui avait fait les 4 derniers Harry Potter et qui est sorti en 2016. Et comme vous savez que les critiques à l'arrache, ça part souvent à l'arrache, d'où le nom, j'ai fait une critique écrite sur Top 250 qui est bien plus structurée, donc le lien est en description. Bien évidemment, la vidéo va sortir avant que la critique écrite soit en ligne, donc faudra attendre mardi. Scénarisé par J.K. Rowling, qui est la maman d'Harry Potter, pour ceux qui suivent pas environ depuis plus de 15 ans, quand même. Les Animaux Fantastiques, ça raconte l'histoire de Norbert Dragono, qui débarque à New York avec une valise magique où il a tous ces animaux fantastiques. Et des animaux qui sont en voie de disparition pour la plupart. Et donc, il va essayer de sauver ces animaux-là, sauf que ces animaux-là se barrent de la valise. Donc tu te retrouves avec des animaux un peu chelous en plein New York en 1926. Alors, est-ce que ce film va plaire aux Potterheads, parce que c'est quand même les premiers concernés, bien que le film s'adresse à beaucoup de monde, il est déjà premier au box-office dès sa première semaine. C'est, je crois, l'un des 15 meilleurs démarrages de l'année au box-office, donc en France en tout cas, donc GG. Et donc je pense que ça va plaire, parce qu'on retrouve, comme c'est J.K. Rowling qui a écrit le scénario, on retrouve beaucoup de choses qui font partie d'Harry Potter. Mais d'un autre côté, c'est pas Harry Potter. On sent qu'il y a d'autres stimulations, il y a vraiment d'autres choses qui ont été incorporées pour essayer de se créer une propre identité à cette saga. Donc, ce qu'on retrouve évidemment, c'est Dragono, honnêtement, c'est Harry. C'est un marginal qui a des problèmes avec les rapports humains, qui est apprécié de Dumbledore, même si on voit pas Dumbledore dans le film, on y fait référence, et on fait référence au fait que c'est un petit peu son petit protégé. Il se retrouve avec une bande, voilà, pour sauver le monde, sachant que tous les autres magiciens qui veulent sauver le monde, eh ben, ils sont complètement à côté de la plaque. Du coup, ils sont que 4 pour le coup à vouloir sauver le monde. Donc on se retrouve avec Dragono qui est un peu l'équivalent d'Harry. Le petit gros, et là j'ai compris que tu pouvais être un petit gros moustachu et te taper une magicienne. Seulement la magie ça n'existe pas dans la réalité, donc t'es niqué petit gros qui regarde cette vidéo. Merde. Et donc il y a ce mec là qui est un peu l'équivalent de Ron Weasley, quoi. C'est un peu le faire-valoir, qui est un peu rigolo, etc. Et on a un peu la coincée du cul qui travaille à l'équivalent du FBI magique à New York. Donc voilà, on retrouve quand même certains codes qui résident dans Harry Potter. Mais en même temps, c'est normal, c'est la même meuf qui l'a écrit. Mais enfin voilà, quoi, il y a vraiment quand même des choses qui sont très similaires d'Harry Potter. Donc il n'y a pas de grosses nouveautés dans l'exploitation des personnages. Ils sont différents de par ce qui se passe, de par leur personnalité en soi, mais si on doit défricher toutes les fioritures, si on doit les virer, si tu veux les rentrer dans des cases, voilà, t'as Harry, on a notre Harry, on a notre Ron, et on a notre Hermione, voilà, c'est ça. Et puis on retrouve aussi cette alternance entre le très sombre, très dark, et un côté beaucoup plus magique et joyeux. Mais dans ce film, il faut savoir que c'est beaucoup plus humoristique que dans toute la saga Harry Potter. Il y en avait un d'Harry Potter, je ne sais plus si c'est Le Prince de Sang Mêlé, je ne sais plus si c'est celui-là, mais il y en avait un qui faisait très teen movie, qui était de David Yates aussi, je crois d'ailleurs, et qui faisait très teen movie, et tu te disais que ça faisait bizarre dans la continuité parce que celui-là était beaucoup plus axé sur l'humour. Et voilà, on retrouve un peu pas le même type d'humour, mais on retrouve beaucoup d'humour dans ce film. Et d'ailleurs, musicalement parlant, on retrouve des sonorités propres à Harry Potter, mais on a aussi du jazz. Et ce jazz-là, qui date un jazz des années 20, des années folles, eh bien, il connote aussi le cinéma des années 20, le cinéma slapstick, le cinéma burlesque, le cinéma de Buster Keaton et Charlie Chaplin. Et donc, du coup, le côté humoristique dans ce film, il est un peu burlesque. Et d'ailleurs, c'est le
le coéquipier, j'ai oublié son nom, hein, le petit gros moustachu, hein, on va l'appeler comme ça, enfin le pâtissier boulanger quoi, qui joue un peu ce rôle de burlesque, parce qu'on joue beaucoup avec, voilà, il a un jeu très, parfois il y a un jeu histrionique, c'est-à-dire que histrionique c'est un peu, nous avec notre regard des années 2000, histrionique ce serait équivalent au cinéma muet avec des gestes très exagérés, voilà, j'ai cherché le mot exagéré. Donc voilà, il y a vraiment des choses comme ça qui sont un peu burlesques dans ce type d'humour, mais voilà, à côté on a aussi le côté très sombre d'Harry Potter. De toute manière, d'entrée de jeu, on se retrouve avec une ouverture avec le Warner Bros. Gris, donc qui est beaucoup plus proche des Harry Potter matures que des premiers de Chris Columbus, quoi. À partir du Prisonnier d'Azkaban, de toute manière, il me semble que le Warner, comme ça, il est très sombre. Et on a les musiques, et on a les journaux qui défilent et tout. Et ces journaux-là traduisent aussi à la fois, parce que voilà, en fait, c'est une fiction, mais J.K. Rowling n'a pas cessé de passer son temps à penser en termes d'histoire, mais d'histoire avec un grand H, c'est-à-dire l'histoire de l'homme. Parce que tu es en 1926, il y a des extrémistes qui disent non aux sorcières, machin, qui passent pour des tarés. La femme en question, elle adopte des gosses et elle leur fait passer des tracts et tout. Et je me suis dit, oh putain, c'est la jeunesse hitlérienne, mais en version anti-magie. Il y avait un côté Ku-Klux-Klan, enfin voilà, c'est vraiment, il y a les mœurs de l'époque, et aussi les mœurs de l'Amérique actuelle. Et je pense pas qu'avec l'élection de Donald Trump, ça va s'arranger, bien évidemment. Oh putain, je viens de le dire en vidéo. Oh, à vos claviers, dites-moi ce que vous en pensez. Non, je déconne, allez, on va pas parler de Donald Trump, hein, parce que sinon on va pas s'arrêter. Et donc voilà, il y a vraiment un écho à l'histoire, que ce soit, que ce soit justement l'Amérique des années 20, des années 20-30, elle est aussi très antisémite, mine de rien, quand on regarde les trois petits cochons, la figure du loup, comme, qui fait à la fois référence à Wall Street, avec la bourse, enfin voilà, comme cancer de la société, mais aussi le loup qui se déguise en juif, mais le juif avec le gros nez et tout, enfin voilà, quoi, c'est très antisémite, et ça a été récompensé quand même à l'époque. Donc voilà, il y a vraiment plein d'échos à l'histoire, que ce soit l'histoire des années 20-30 des États-Unis ou l'histoire d'aujourd'hui. Et je pense pas qu'on peut que l'appliquer aux États-Unis d'ailleurs, c'est qu'on peut je pense que J.K. Rowling, elle est quand même britannique. Je pense qu'elle a pensé aussi à tout ce qui se passe en Europe, sur la montée des extrêmes, voilà, c'est vraiment il y a toujours il y a une double lecture très intéressante dans ce film. J'avais peur aussi qu'il y ait du fan service, mais ça va, c'est pas, on a quoi? On a une allusion à Dumbledore, une allusion à Poudlard, le collier des reliques de la mort, et bien sûr Dragono, qui est à la base celui qui a écrit le bouquin sur les animaux fantastiques, et dont on parle dans le premier opus, je crois, à l'école des sorciers, si je dis pas de bêtises. Je suis pas un grand admirateur d'Harry Potter, je kiffe les regarder, mais disons que je passe pas ma vie à les voir. J'ai vu les 3 ou 4 derniers quand Alan Rickman est mort, je me suis dit bah, c'est peut-être le moment de les voir. Donc voilà comment je me décide. Je me décide, je me base sur la mort des gens pour me dire tiens bah faut que je regarde tel film. C'est crade. On peut se dire aussi que le film est un peu long, parce que parfois en fait tu te dis bon ouais voilà c'est, t'as pas l'impression que ça raconte grand chose, et t'as l'impression que ça piétine et que ça tourne un peu en rond, et tu te dis bon c'est quand qu'on passe à autre chose. Par contre, ce qui est génial, c'est l'imagination en termes de design sur les créatures, parce que autant elles sont très proches des nôtres. Il y en a un, on dirait un lion, un autre c'est un mélange de rhinocéros et d'hippopotame, il y en a un autre c'est un paresseux. Celui qu'on voit dès le début, là, une sorte de top, bah alors lui c'est genre le chaton. C'est genre, j'étais dans la salle et toutes les meufs elles étaient là en disant ah, comme si elles regardaient une vidéo de chaton sur YouTube. Et je pense que J.K. Rowling a dû penser à ça en se disant ah, il faut que je mette un chaton, mais il faut pas que ça ressemble à un chaton. Donc voilà. Il y a vraiment de très bonnes idées au niveau des créatures. En plus, l'aigle,
l'aigle qui vit en Arizona, enfin voilà, c'est toute une symbolique, il est majestueux, il est doré, et le fait, enfin je pense qu'il y a un message derrière le fait de libérer comme ça l'aigle qui est à la fois qui est un symbole des États-Unis, qui est doré, et le laisser se libérer comme ça dans son pays, c'est une manière de dire voilà, tout l'obscurantisme que vous voyez dans le film, et ben finalement on arrive à le libérer par un aigle royal qui majestueux, et tout est bien qui finit bien. Il y a un côté très, très optimiste en fin de compte, je ne sais pas si je pars très loin dans mon analyse, mais je pense qu'il y a de ça. C'est-à-dire que tout le long, il y a cet aigle qui est enfermé dans la valise, et d'un coup, à la fin, il est libéré, et là, l'obscurantisme n'existe plus, les problèmes sont réglés, le conflit entre Moldu et magicien disparaît, vu que l'aigle, la libération de cet aigle mène à cet arrêt du conflit, enfin, cet arrêt de début de conflit, pas encore en conflit. Mais voilà, le côté magique, j'en viens là parce que je pense au Moldu, le côté magique est moins prononcé que dans Harry Potter. Tout simplement parce que on est dans le monde des Moldus. On essaye de s'adapter. Là où Harry Potter, on était plus du côté... En fait, Harry Potter, c'est un mélange de fantastique et de féerique. Parce que le fantastique, c'est l'intrusion de quelque chose qui n'appartient pas à notre réalité. Donc là, ce serait la magie dans notre monde. Alors que le féerique est fantasy, heroic fantasy, merveilleux, le féerique merveilleux, c'est un monde où ces règles sont déjà appliquées. C'est-à-dire que le Seigneur des Anneaux, tu vas pas être étonné de voir un hobbit ou de voir un elfe, de voir un nain, parce que c'est un univers où ces personnages existent. Ils sont ancrés dans cette réalité. Donc Harry Potter, la saga Harry Potter en elle-même, c'était un mélange de fantastique et de féerique, mais qui était plus sur le féerique. Parce qu'on est beaucoup plus souvent dans l'univers des magiciens, alors que finalement les animaux fantastiques, eh ben, on est beaucoup plus dans l'univers des moldus, donc on est beaucoup plus dans le fantastique. Bien que on ait la vision, on voit à travers les yeux de magiciens, de sorciers. Donc du coup, ce côté féerique, fantastique est toujours ambigu. Il aurait été beaucoup plus fantastique, par exemple, si on avait vu Dragono débarquer avec ses animaux, tout ça, sans connaître Harry Potter et en voyant ça au travers d'un humain. Son acolyte, par exemple, si on avait vu au travers de l'acolyte, bah là on aurait plus ressenti le côté fantastique. Mais ce côté fantastique, en fin de compte, on commence à le perdre pour entrer dans le féerique à partir du moment où cet humain-là, il accepte tout ça. Donc voilà, je digresse, mais voilà, ça m'énerve sur Allociné ou d'autres sites, hein, peu importe tels qu'ils soient, de voir que, par exemple, Le Seigneur des Anneaux, Dark Crystal, ce soit dans la catégorie fantastique. Ce n'est pas du fantastique, c'est du féerique merveilleux. En aucun cas, ou de l'heroic fantasy, si on veut vraiment être beaucoup plus précis pour Le Seigneur des Anneaux par exemple. Mais en aucun cas ce n'est du fantastique. Putain, les mecs se disent travailler dans le cinéma et savent pas faire la distinction, parce que la différence entre merveilleux et fantastique, c'est pas quelque chose qui date du cinéma, hein, c'est de bien avant. Enfin bon, voilà, on va repartir sur Harry Potter. Je sens que je vais revenir à une vidéo de 20 minutes avec celle-là, ça va vous plaire. Et justement, je parlais de l'aigle royal, je vais m'arrêter là-dessus, mais justement, il y a un côté très progressiste en fin de compte, c'est que on a tout ce puritanisme de la jeunesse hitlérienne, là, de la grosse cinglée, là, mais on a... il y a vraiment un côté écolo, comme quoi il faut faire attention à nos créatures, enfin, à sauver notre planète, tout ça. Donc voilà, vraiment, c'est un film optimiste. Ça, pessimiste, c'est moi. Optimiste, c'est le film. Donc vraiment, à ce niveau-là, c'est vraiment cool. Après, dans l'écriture en elle-même du film, il y a quelques petits soucis. J'avais dit déjà, je trouvais qu'il était un peu long parce que je trouvais certains moments redondants. Mais
Par exemple, bon, c'est beau visuellement, hein. Y a rien à dire visuellement, c'est extra, quoi. T'es émerveillé devant ce que tu vois. Mais en termes de scénario, il y a des choses qui sont déjà vues, il y a des choses qui sont attendues. Genre, le cliffhanger final, si tu sais, si tu sais que Johnny Depp joue dans le film, bah alors là, le cliffhanger final, il est complètement niqué, hein. Tu sais déjà qui il est, hein, y a aucune surprise. Euh, les MacGuffin, ils sont tellement faciles, tellement faciles. Du genre, on insiste sur l'œuf au début du film. Ah, et ben à la fin, c'est les œufs qui vont pouvoir lui faire, enfin c'est les coquilles d'œufs qui vont pouvoir lui faire ouvrir sa boulangerie. Ensuite, on a l'aigle, on le voit au début. Ah, ben c'est l'élément qui va clôturer le film et enfin, qui va faire gagner Dragono. Donc voilà, on voit, je sais plus comment ça s'appelle, cet être noir là. Moi j'avais l'impression de voir un homunculus dans Fullmetal Alchemist. Euh, euh, et finalement, il dit non, on n'y touche pas. Bon, ben tu le revois après, et puis voilà, c'était pour faire le lien avec Ezra Miller. Ezra Miller qui est juste parfait. Ce mec est génial. Moi je l'avais découvert dans les mondes de Charlie, je l'avais trouvé génial. C'est pour ça que dans Flash, je pense il va foutre le bouillon. Et avant de finir, je voudrais revenir sur un petit truc. Parce que tout le long, je me suis. En plus, c'est dès le début du film. Je me suis dit, putain, mais dès le début du film, je vais me poser une question jusqu'à la fin. C'est cette putain de valise. C'est-à-dire que. Oh, je vais encore le rappeler, le petit gros. Je suis désolé. Putain. Ça va jamais me revenir, hein, c'est sûr. Mais bon, voilà, ils trébuchent. Ils échangent leurs valises. Ensuite, Dragono découvre que ah bah il est où mon bestiau. Du coup, il va le chercher. Il se pose à côté du gars. Donc, le gars a sa valise là. Dragono a sa valise là. Il n'y a pas une seule fois où on les voit échanger leurs valises. Mais quand le petit gros moustachu, et désolé si je l'appelle encore comme ça, mais j'ai complètement oublié son nom et je m'en veux, hein, je m'en veux vraiment. Mais quand il arrive dans le bureau du banquier, il ouvre sa valise et voilà, et il y a ses pâtisseries. Mais quand est-ce que t'as échangé les valises? Hein? Et par contre, il me semble pas qu'ils ont refait l'erreur après parce qu'ils ont encore eu un échange de valises. Mais bah si, je crois pas avoir revu l'échange de valises. Donc voilà, c'est un tout petit truc. Il suffisait d'un plan où on voyait les valises s'échanger. Il n'y en avait pas cette incohérence, et ça m'a étonné que ça ait été oublié comme ça aussi facilement. Voilà, les animaux fantastiques, c'est vraiment cool, c'est beau visuellement, scénaristiquement il y a quelques déchets, mais c'est J.K. Rowling, et J.K. Rowling elle a vraiment un sens dans l'écriture, a une double lecture qui est vraiment très intéressante à ce niveau-là, que je trouve, une double lecture que je trouve peut-être un peu plus poussée qu'Harry Potter. Après, je connais pas très bien Harry Potter, je les ai vus, mais je les ai peut-être pas pensés en double lecture. Je les ai vus en mode ah c'est trop bien et tout, tu sais, j'avais pas une réflexion dessus. Peut-être que là, le fait de vouloir faire une vidéo sur les animaux fantastiques et une critique écrite, ça a fait que j'ai posé un regard différent, et donc du coup j'ai vu la double lecture. Mais enfin voilà, il y a vraiment une très belle écriture, un très beau visuel, tu t'ennuies pas, même si parfois tu trouves que c'est un peu long, mais tu t'ennuies pas vraiment, c'est juste tu te dis que tu regardes, mais tu te dis qu'il pourrait passer à autre chose, sans vraiment t'ennuyer, c'est ça le truc en fait, c'est que finalement, bon bah voilà, c'est pas dramatique. Donc vraiment, c'est un super film, c'est pas le meilleur de la saga, hein. Par contre, oui, aussi, je termine là-dessus, c'est juste que tu sens qu'ils veulent faire une saga avec. Parce qu'il y a plein d'éléments comme ça qu'on te balance, un peu à la Star Wars 7, à la Warcraft ou quoi, ou Batman v Superman, hein, bien évidemment, où on te les balance, mais je crois que si t'as pas lu les bouquins, et à la rigueur, même si t'as lu les bouquins, et ben tu peux pas les comprendre tout de suite, parce qu'il faudra voir le 2, il faudra voir le 3, il faudra voir peut-être le 4, donc voilà. Donc les animaux fantastiques, vraiment c'est pour... je sais pas si c'est pour toute la famille, parce qu'il y a quand même des moments un peu violents, mais... Enfin pas violents, mais disons que... Enfin voilà, il y a une ambiance pesante qui est peut-être pas fait pour tous les âges. Mais bon voilà, quoi, c'est un super film, et puis ben, je vous invite à aller le voir, et je vous dis à la prochaine, salut.